Bonjour et bienvenue en direct sur RLP 102.3 FM en Périgord ainsi que sur internet sur radiolibreempérigord.com pour l'émission Jaf ta mère numéro 9, l'émission de radio de l'association Équité Parentale présentée par Stéphane depuis les studios de Périgueux. Avec aujourd'hui un spécial question juridique grâce à la participation de Maître Aubéry Salcroix qui répondra à nos nombreuses interrogations. Vous êtes sur RLP 102.3. Alors, tout d'abord les news, revue de presse. Nous avons noté cette semaine un article dans le journal Parents sur la résidence alternée, très intéressant, un dossier très complet, avec explications, vidéos, conseils. Allez sur Google, vous tapez Parents, résidence alternée. C'est parents.fr avec un S, me semble-t-il, et... il est très bien fait. Donc nous rappelons que les enfants en résidence alternée ont de bien meilleurs résultats scolaires que les enfants en famille monoparentale. C'est-à-dire qu'en pratique, après une séparation des parents, confier les enfants exclusivement à la mère revient à les mettre en difficulté par rapport aux enfants des couples non séparés et donc de ceux qui sont en résidence alternée. Vous êtes sur RLP 102.3. La chanson de la semaine, aujourd'hui un titre fort de Marion Rock qui lui vient de l'histoire de son compagnon qu'elle a mise en chanson. C'est très joli, ce sera dans une petite demi-heure. Activisme politique. Alors, cette semaine, dans notre réseau, nous avons rencontré au ministère de la Justice Samira Djemaï, conseillère en législation et révision constitutionnelle, et ensuite Madame Bessot, spécialiste technique droit des personnes et de la famille. Donc d'après ces personnes, d'après ces gens, la loi actuelle est bien faite, et il confirme à demi-mot que c'est la chancellerie qui n'a pas encouragé la députée Nicole Sanquer à mettre sa super proposition de loi dans la niche parlementaire de l'UDI. En fait, on avait encore fait un essai le 30 janvier, mais c'est la chancellerie qui n'a pas voulu. On va essayer de rencontrer Belloubet. Cette fois-ci, on va essayer d'aller rencontrer Madame Belloubet. Pourquoi vous voulez pas que les papas et les parents ils partagent leurs enfants à 50% pour s'occuper les deux d'entre eux en même temps? Pourquoi vous voulez pas, madame? Bon. Nous sommes aussi allés à l'École nationale de la magistrature, Laetitia Dervilly, sous-directrice formation continue, qui est de formation neutre et adaptée. Elle n'est pas influencée. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles dans la psychiatrie, dans la psychologie. Il y a des orientations anciennes, freudiennes, ultra-sexualisées, qui sont opposées à la RA. Mais visiblement, une génération de magistrats en arrive qui sont moins influencés par ces théories et qui sont beaucoup plus ouvertes au rôle de l'entrée du père dans la famille. On va voir, on va essayer d'en parler. Là, ils sont en vacances. On va en parler après les vacances. Vous êtes sur RLP 102.3. Alors Arnaud, bonne nouvelle, vous vous souvenez d'Arnaud, on avait passé le témoignage avec le petit Loïc, les parents se battaient tellement que le petit a fini chez les services sociaux. Donc je l'ai eu au téléphone cet après-midi, bonne nouvelle. C'est assez exceptionnel d'ailleurs, les enquêtes de l'ASE sont en sa faveur. Et il demande carrément une reconduction du placement, mais cette fois-ci chez lui. C'est-à-dire que l'ASE est en train de donner tort au JAF qui avait donné la garde à la mère et demande de passer chez le père. Bon, ça fait quand même 14 mois que Arnaud lutte pour dire que c'est un bon papa, qui n'a rien fait de mal, qui demande à s'occuper de son enfant. Il a d'ailleurs la garde d'un petit de 5 ans dont il a eu la résidence. Bon, c'est dommage qu'avec les services sociaux, on passe d'abord par quelqu'un de présumé coupable et qu'il faille des mois et des mois et des mois pour montrer que nous sommes parents capables. C'est du temps perdu, ce sont des efforts, surtout que dans son cas, il a quand même pas pu avoir son enfant chez lui durant plus de 6 mois. Alors, l'audience est lundi prochain. Encore une fois, on ne souhaite pas priver l'enfant de sa maman. On dit juste que lorsque les parents sont capables de s'occuper de leurs enfants, on ne les prive pas de l'éducation à leurs enfants. C'est le militantisme de équité parentale. Vous êtes sur RLP 102.3.
Témoignage de la semaine. Alors, voici un témoignage qui me tient à cœur parce que je connais cette personne depuis, ça fait un peu plus de 2 ans que je regarde ce dossier, c'est absolument hallucinant. Pour vous résumer, monsieur a une société qui est domiciliée chez lui, il est avec sa femme, il a 4 enfants, et puis un jour, madame arrive et lui pose sur la table, comme ça, une demande de divorce, lui dit maintenant tu t'en vas. Lui dit non, je m'en vais pas. Et ça se termine qu'au fait, après des différentes étapes absolument hallucinantes, il se fait expulser de chez lui, alors qu'il est propriétaire, et madame se retrouve avec la jouissance de la maison, des enfants, une pension alimentaire, et lui, il a plus de société, son stock est resté chez lui, il n'a jamais pu l'avoir, il a fini au RSA, il demande un devoir de secours, il dit au secours, et après 2 ans, quand on favorise une seule personne, pour le principe, sans regarder de manière mécanique, ça donne ça. Voici maintenant le témoignage de la semaine. Bonjour, mon épouse en 2018 a fait une requête pour une demande de divorce. Il y a eu une ONC fin octobre 2018. Dans cette ONC, madame a la jouissance onéreuse du domicile, dont nous sommes tous les deux propriétaires, et la garde des enfants, sauf une semaine sur 2, j'ai la garde partagée de 3 jours. Et la moitié des vacances. Donc, je me suis retrouvé expulsé de domicile dont je suis propriétaire, et d'autant plus que ma société était domiciliée depuis plus de 15 ans. Je me suis retrouvé sans pouvoir récupérer mon matériel, tout le matériel de stock, les ordinateurs, bureaux, puisque elle jouissait de la maison, plus le mobilier s'y trouvant. J'ai essayé de faire une demande de modification des mesures provisoires. Le juge n'a pas tenu compte de mon dossier et m'a condamné article 700, 500 € de plus. J'ai donc dû faire appel à cette décision et je me suis retrouvé au RSA, c'est-à-dire que je ne peux plus faire fonctionner ma société correctement et donc je n'ai plus de revenus, plus de dividendes. Et j'ai souhaité... là, je suis au point où j'ai besoin de faire une demande de droit de secours dans la situation de précarité dans laquelle je suis. Voilà. Alors, je crois que vous avez vécu ensemble durant plusieurs mois dans la même maison alors qu'elle avait demandé le divorce et ton expulsion, c'est ça ? Exactement. Et quand l'huissier et les gendarmes sont venus m'expulser, j'étais en train de travailler dans mon atelier. Je fais du service après-vente de matériel biomédical et du montage de mobilier concernant tout ce qui a trait à l'hôtel. Donc en fait, à sa demande, vous avez été expulsé de chez vous, de la maison qui vous appartenait, et c'est vous qui deviez continuer à payer les remboursements et le crédit. Exactement. Voilà. Et donc c'est elle qui a eu jouissance avec les enfants. Et elle a demandé le divorce sans aucune raison, sans aucune raison. D'accord. Et là aujourd'hui ça va faire plus d'1 an puisque là maintenant elle n'a pas confirmé ce divorce et elle veut faire durer dans le temps. Ouais, parce qu'elle a piqué la maison, elle s'occupe des enfants et puis elle a les sous. Voilà. Exactement. Bon. Voilà, exactement. Par contre, les 2 grands, les majeurs, vivent avec moi parce qu'ils sont. Madame refuse tout ce qui est médiation familiale, refuse, voilà, et dans son conflit et donc elle s'est mise en conflit avec les enfants. Les 2 petits veulent la garde alternée, mais ils ont du mal à se faire entendre puisque les juges refusent de les. Voilà. Et évidemment, vous êtes le gros méchant et les enfants vont assez mal par rapport à ce qui s'est passé. Bah oui, apparemment, le bon père, le bon mari depuis 20 ans, aujourd'hui, il est pervers, narcissique, manipulateur, le grand méchant loup, alors que... Et il s'est fait virer de chez lui, ok, très bien. Voilà. Merci, bonne journée, merci. Bon courage, merci. Voilà, c'est atterrant, mais c'est malheureusement très souvent comme ça. Ce sont les gens que nous voyons en permanence, ce sont les gens qui organisent pour nous, qui font des manifestations. Quand vous voyez quelqu'un devant un tribunal avec un panneau « Rendez-moi mes enfants » ou « Au secours, j'ai plus d'argent », et ben ça se passe un petit peu comme ça. Donc là maintenant, nous allons avoir une avocate. Maître Aubéry Salcroix, qui arrive d'Aix-en-Provence, qui fait partie de cette nouvelle génération qui ne parle pas de maternité mais de parentalité. Nous allons faire une petite entrée parce que c'est quelqu'un qui est engagé et qui va ensuite répondre à nos questions. Allez, ça c'est pour elle, ça. Ils parlent tous de la réforme des avocats, ça parle mal de
la grande forme, venez pas nous saper le moral. J'ai vu que la retraite est à la mode, Macron en marche, qu'est-ce qu'il m'énerve. Après avoir cassé nos codes, il veut toucher à nos réserves. Balance ta robe, même s'il parle mal de nous, on sait qu'au fond ça vaut le coup. Balance ta robe. Maître Aubéry Salcroix sur RLP 102.3 FM. Balance ta robe. Nous n'oserons pas chanter, d'aller nous faire en nous on passera à la radio, parce que nos mots sont bien plus beaux. Nicole nous dit à demi-mot pour des Maître, vous êtes avec nous, Maître Aubéry Salcroix? Oui, bonsoir Stéphane. En fait, vous n'avez rien compris. Oh, tu Attendez, je me trompe pas de potard, j'enlève cette bien jolie chanson. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci à vous d'être venu avec nous. Vous savez que vous faites partie d'une profession qui est à la fois aimée et détestée, mais dont nous avons tous besoin, et nous sommes très 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 heureux que vous puissiez donner ainsi de votre expertise, de vos avis par rapport aux nombreuses questions que nous avons. Donc vous êtes actuellement à Aix-en-Provence, vous avez prêté serment en 2012, vous avez travaillé à Paris, notamment sur une affaire médiatisée qui est, rappelez-moi... Celle de Jacqueline Sauvage, qui concerne la légitime défense des femmes battues. Oui, et qu'est-ce que vous en pensiez? Qu'avez-vous fait à l'époque par rapport à ce dossier dont la France entière, en fait, s'est intéressée? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que ça a vraiment inondé les médias. Moi, ma réaction, ça a été de quitter le cabinet, par désaccord avec la stratégie qui avait été adoptée dans ce dossier, même si à l'époque, je n'étais que collaboratrice, pour des raisons purement vraiment juridiques et de cohérence en matière de droit pénal. Pour moi, il n'y a pas de légitime défense quand on poursuit son mari sur son lieu de travail pour lui tirer de balles dans le dos. Voilà. Ah, d'accord. Donc effectivement, votre position à vous est un petit peu différente de celle présentée par les médias. Voilà, tout à fait. Après, c'est comme dans n'importe quelle affaire. Entre la présentation qui en est faite et ce qu'il y a véritablement au dossier, il y a souvent un cap. Bien sûr. Mais vous êtes quand même sensibilisé à la cause de lutte contre les femmes battues. C'est une cause qui est noble, de lutte contre les personnes battues, devrait-on dire, quelles qu'elles soient. Oui, tout à fait. On parle de violence intrafamiliale. On ne distingue pas entre hommes, femmes ou enfants battus. C'est l'appellation générique, c'est les violences intrafamiliales. Et aussi peu courant que ce soit, il y a des violences familiales contre les époux, contre ces messieurs, moins médiatisées par discrétion et puis parce que pour une question de culture tout simplement, mais ça existe, c'est réel. Ok. Maître, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous consacrer à ce métier d'avocat, d'en faire donc votre profession et un peu votre sacerdoce, qu'est-ce qui vous a amené à vivre ça? Je suis tombée dedans un peu par hasard en fait. J'ai toujours été sensible à tout ce qui relève de l'injustice, mais initialement plutôt côté police. Et puis à l'occasion d'un stage, je suis tombée sur un confrère qui était très loin de l'image que j'avais de la profession d'avocat et qui est probablement celle que beaucoup de gens ont. Et j'ai découvert un métier qui peut être extrêmement humain, qui est extrêmement humain en fait quand il est exercé correctement et qui est profondément utile avec toute la variété de problématiques qui peut se poser et qui fait qu'il n'y a pas de train-train. Un divorce n'est jamais similaire à un autre. C'est pas vrai. Sur le papier peut-être, mais en fonction des clients, ça varie du tout au tout. Bien sûr. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans le métier. Voilà. D'accord. Donc nous nous sommes parlé avant de faire l'émission. Vous m'avez dit que vous faites partie de ces personnes qui ont réussi à obtenir la résidence alternée, même lorsque l'un des deux parents ne la voulait pas. Oui, parce qu'en fait, on peut proposer la mise en place d'une garde alternée. Alors, soit que l'autre parent veuille une résidence exclusive, voire ce qui m'est aussi arrivé dans un dossier, ne veuille pas du tout de résidence. C'est-à-dire que dans l'intérêt de l'enfant, nous on a fait mettre en place avec mon cabinet une résidence alternée avec un parent qui ne voulait absolument pas de l'enfant. Donc pour son équilibre, on avait mis ça, mais aussi effectivement, et ça arrive de plus en plus fréquemment, la mise en place d'une résidence alternée parce que au profit du père, puisque moi en l'occurrence, comme je vous l'avais expliqué, j'ai de plus en plus de clients qui sont des papas. Parce que quand il n'y a pas une distance entre les domiciles, quand il n'y a pas des carences paternelles avérées, il n'y a absolument rien qui s'oppose à ce qu'un enfant réside la moitié du temps chez son père, voire même en résidence exclusive. C'était l'esprit de la loi de 2002. C'est de plus en plus entendu par les magistrats.
Oui. Ils ont mis le temps parce que c'était l'esprit de la loi de 2002. Dans les débats de la loi de 2002, il était dit que les juges devaient privilégier la résidence alternée, même en cas de désaccord des parents. C'est écrit dans les débats à l'Assemblée nationale. C'était il y a 18 ans. Ah oui, mais ça, vous savez, les magistrats, c'est aussi une mentalité un peu particulière. Ils décident pour les autres. Donc, s'ils ont décidé de rester dans leur carcan, la loi a beau en disposer autrement, on vous répondra, vous n'avez qu'à faire appel. Oubliant par là que les décisions qui concernent les enfants sont immédiatement exécutoires et que donc l'appel n'est pas suspensif. Donc la décision prend effet tout de suite en fait, jusqu'à temps que la cour d'appel revienne éventuellement dessus. Donc ça peut causer des drames familiaux avec des liens entre parents et enfants qui se distendent énormément et qu'il est très difficile de rattraper ensuite. D'accord, donc là, effectivement, on rentre un peu dans les questions qu'on allait vous poser. Est-ce que vous pouviez, en préambule, là, nous rappeler quelle est la différence au niveau études entre un avocat et un juge ? Alors, l'avocat est obligé d'aller jusqu'au bac plus 4. Concrètement, plus personne ne s'arrête au bac plus 4, donc on va jusqu'au master, ce qu'on appelle un master 2. Et ensuite, on prépare l'école d'avocat, dure 1 an et demi, et on passe, donc il y a un examen pour rentrer et un autre pour ressortir. Les magistrats vont également au bac plus 5, préparent le concours de l'ENM, donc qui est un concours, pas un examen, donc c'est vraiment par classement, avec une formation ensuite à Bordeaux qui est de 3 ans et qui est panachée entre des stages et des enseignements sur site à Bordeaux. Voilà. Donc c'est pas, comment vous dire, c'est pas du tout la même formation dans le sens où nous on apprend à manipuler la loi dans un sens ou dans un autre, mais voilà, on se l'approprie, on va en chercher les finesses, les termes qui sont indéfinis, les jurisprudences, alors que les magistrats prennent les décisions, ce qui n'est dans la logique juridique pas du tout la même chose en fait. Donc il y a une séparation au niveau de la 4e année, c'est ça, j'ai bien compris ? Oui, 4e, 5e année, puisque maintenant la plupart des avocats ont un bac plus 5 quand même si c'est pas obligatoire. Ouais. Et la différence se fait à la 4e année. Est-ce que vous avez observé sociologiquement une différence de personnalité dans les personnes dans les gens qui faisaient le choix d'être avocat et dans ceux qui faisaient le choix d'être juge ? Ça se voit assez tôt ? Est-ce qu'ils sont un peu différents ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? J'ai envie de dire que c'est une question de caractère. Vous avez d'un côté, sans dénigrer, c'est vraiment purement objectif, un magistrat va certes passer un concours d'entrée à l'école de la magistrature qui est extrêmement difficile, vraiment, vraiment difficile, même si là les ouvertures se sont faites, puisqu'avant on recrutait 50 magistrats par an et que maintenant c'est 300. Mais après, ils ont une pérennité de poste. On leur donne les dossiers, ils doivent les travailler certes, mais c'est de la lecture, c'est de l'analyse, et ils sont en poste, il n'y a pas de péril pour leur emploi, il n'y a rien. Un avocat se lève le matin pour faire fonctionner son cabinet, donc c'est un entrepreneur, c'est pas la même dynamique, et puis on va se battre en fait. Pour chacun des dossiers, on doit défendre une thèse pour un client qui parfois ne serait pas la nôtre, donc il faut aussi apprendre à soutenir des choses avec lesquelles on n'est pas forcément en accord, mais c'est pas du tout la même, j'ai envie de dire, la même rage au ventre le matin quand on va travailler, quoi. D'accord. Oui, on est passé un peu rapidement sur la chanson Balance ta robe, que j'ai oublié d'expliciter. Si j'ai bien compris, les avocats avaient réussi à mettre en place une caisse pour se payer leur retraite eux-mêmes, qui étaient bénéficiaires, qui ne coûtait rien. Et donc, dans cette grande période de réforme, ils sont venus, ils ont piqué le pognon, et en plus, ils ont monté les taxes. C'est bien ça ? Alors, oui, schématiquement, c'est pas encore fait. D'accord. Il y a 49.3 qui plane, là. Il y a 49.3 qui... D'accord. Bon. Mais oui, effectivement, les avocats n'ont pas un régime spécial comme tente de le faire croire le gouvernement. En fait, nous, on a un régime autonome. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on a une pièce qui est propre, pour lesquelles on paye des taxes, qui est excédentaire sur les 70 prochaines années, à minima, et on a 2 milliards de réserves. Tous les ans, on cotise à hauteur de 80 millions d'euros pour le régime général, alors que nous, on n'en bénéficie pas. Mais c'est une somme que, par solidarité, on reverse au régime général. Et là, l'idée serait de faire passer nos 14% de charges à 28%. Voilà, donc on monte les taxes. Et de nous mettre dans le régime général et de nous sucrer les 2 milliards d'euros.
C'est ça, pour ils aller ont piqué le renflouer pognon, ils ont un monté les régime taxes. Ok. déficitaire. Là où c'est paradoxal, c'est qu'en plus, avec le système mis en place par le gouvernement dans cette réforme, notre système serait à terme déficitaire de toute façon. Il ne serait plus à l'équilibre. Donc c'est un peu gênant en fait d'aller vers le bien vers le plus mauvais. Et surtout, ce qu'on essaye de faire comprendre, et c'est les raisons pour lesquelles on manifeste, pour lesquelles il y a beaucoup de renvois en ce moment, et qui pénalisent nos clients, on en a conscience, donc on ne le fait que dans les cas où vraiment il n'y a pas d'urgence, c'est qu'à terme, nous, on va être obligés d'augmenter nos honoraires si on veut survivre, ce qui ne sera pas le cas de 50% des cabinets en France, sans minimiser, c'est une vraie étude d'impact. Et surtout, il y a une réforme de l'aide juridictionnelle qui est parallèle et dont personne ne parle et qui va aboutir à rehausser les seuils à partir desquels l'aide juridictionnelle est admissible. Et donc du coup, il y a de moins en moins de justiciables qui y auront accès. Donc d'un côté, une aide juridictionnelle plus compliquée à avoir et de l'autre côté, des cabinets d'avocats qui sont obligés d'augmenter leurs tarifs. Ça fait un accès au juge qui diminue et la réforme de la procédure civile qui est entrée en vigueur là le 1er janvier a multiplié la présence des avocats dans quasiment tous les contentieux, présence obligatoire. Et voilà. Et donc on arrive à une zone, moi j'ai des gens qui ne vont plus leur gosse parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer un avocat, puis ils sont trop riches pour avoir l'aide juridictionnelle. Dans ce cadre, donc c'est parti là, pourquoi faut-il obligatoirement un avocat dans une procédure de divorce ? Alors, c'est une procédure qui est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Une procédure de divorce, effectivement, on peut se dire bah oui, mais bon, c'est bon, on est d'accord sur tout. Alors oui, moi j'en ai qui viennent me voir, on est d'accord sur tout, maître, ok. Et je m'aperçois qu'en fait, ils ne savent pas comment fonctionne une pension alimentaire, ils ne savent pas comment fonctionne une prestation compensatoire, et vont renoncer à une partie de leurs droits ou accepter des choses qui ne sont pas dans leur intérêt, tout simplement par ignorance. Chacun son métier, j'ai envie de dire, moi je ne sais pas réparer un lavabo, je ne demande pas aux gens de savoir plaider un dossier de JAF. Il y a des fois c'est très simple effectivement, mais il y a des conventions parentales qui sont équilibrées, mais on a aussi des fois des procédures où malheureusement on a la guéguerre entre les parents qui n'est pas conforme à l'intérêt des enfants, et c'est aussi pour ça que les avocats sont là, c'est pour informer. Oui, mais on a beaucoup de procédures que nous pouvons gérer nous-mêmes en s'auto-formant, sauf le divorce. Même si jamais je deviens capable, apte demain, parce qu'imaginons, j'en suis à mon 3e divorce, j'en sais rien, hypothèse, et puis à force de faire des permanences, de me former, interroger des gens, je sais gérer cette toute petite partie du droit, je vais quand même devoir passer par un avocat, et comme vous venez de le dire, si j'ai pas de sous, ou que je suis trop riche, je peux pas. Après oui, effectivement, excepté les mécanismes de protection juridique, mais qui sont relativement des escrocs quand même, il faut le reconnaître. Autant pour ce que nous on appelle les JAF hors divorce, la représentation par avocat n'est pas obligatoire et ne s'impose pas nécessairement. Dans la mesure, parce que, déjà, vous n'êtes pas obligé de passer devant un juge pour organiser le droit de visite et d'hébergement ou la résidence des enfants. Après, ça dépend de la relation et de la bonne intelligence des parents. Mais dans le cadre d'un divorce, une fois encore, je le répète, s'auto-former, c'est bien. J'espère que tout le monde n'aura pas 3 divorces. Non, mais et bien, surtout, les conséquences d'un divorce mal fait peuvent être catastrophiques. Parce que par exemple une prestation compensatoire, une fois qu'on y a renoncé, on ne peut plus revenir dessus. J'ai eu le cas très récemment, en plus c'était une amie à qui j'ai dû expliquer que la moitié de la maison c'était pas une prestation compensatoire, elle y avait déjà droit. Elle allait renoncer à plus de 80 000 euros. Bon. Voilà, si je lui avais pas expliqué, elle n'aurait pas pu revenir dessus, puisqu'on ne peut pas revenir dessus en dehors du délai d'appel, quoi. Alors j'ai eu beaucoup de questions par nos adhérents, par les gens autour de moi et autres. Je vais essayer d'en faire une petite série. On va essayer de répondre par oui ou par non de manière succincte. Par exemple, est-il possible, comme aux USA, de devenir avocat par expérience, formation continue, VAE, ou faut-il vraiment faire le Master 2 ? Non. Il y a eu une passerelle pendant un moment entre les docteurs en droit et les avocats, et puis certains ministres, vous avez pu le voir, mais c'est la seule passerelle qui permet d'éviter l'examen. Sinon, il y a l'examen du CAPA. Et pour préparer l'examen, il faut passer par les 5 ans, ou on peut venir en candidat libre ? Ah non, il faut passer par les 5 ans. On ne peut pas venir. Il y a une condition de diplôme pour se présenter à l'examen. On ne peut pas passer le concours en tant que candidat libre ? Non. D'accord. Et même en ayant vos 5 ans, vous êtes obligé de passer par ce qu'on appelle un institut d'études judiciaires.
Donc moi, par exemple, bac plus 5, je peux très bien préparer le concours de mon côté, enfin l'examen de mon côté et me dire, tiens, je vais le passer. Eh ben non, je suis obligée de passer par un institut d'études judiciaires qui, soit dit en passant, coûte plus de 1 500 €. Ok. Alors, on va essayer d'avancer sur les questions. La loi du 8 janvier sur la suspension des droits parentaux, à titre préemptif, dont on a parlé ici plusieurs fois, est-elle à votre avis constitutionnelle? Rapidement. Alors, oui, elle est constitutionnelle. Après, il y a ça dépendra surtout de l'application qui sera faite du texte. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on observe, et je vous en avais parlé rapidement, c'est l'instrumentalisation des procédures pour priver, généralement c'est le père, de la garde des enfants en disant j'ai déposé plainte, violence conjugale, il faut retirer les enfants à monsieur. Le Voilà. grand classique. Et durant 6 mois, il ne voit plus ses gosses et madame déménage si elle le veut. Voilà. En fait, c'est ça. Par contre, donc ça existe déjà dans le cadre de l'ordonnance de protection. Maintenant, là, il faut faire attention avec cette réforme, c'est une condamnation. On est d'accord? Sans Donc ce n'est jugement. pas seulement une plainte. Il faut que la procédure ait été instruite et qu'il y ait une reconnaissance de culpabilité. Et en plus, c'est pas seulement pour un délit, c'est pour un crime. Donc ce sont des infractions qui sont quand même extrêmement graves. Oui, la loi dit que c'est à titre préemptif. Il suffit que la procédure démarre pour que les droits soient suspendus. Donc c'est une condamnation sans jugement. On est d'accord. Mais pour qu'il y ait procédure, il faut qu'il y ait une instruction. Donc c'est-à-dire que encore une fois, c'est pas seulement une plainte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la plainte et qu'en plus le procureur, et en l'occurrence comme il s'agira d'un crime, un juge d'instruction, décide qu'il y a suffisamment d'éléments probants pour engager une procédure d'instruction. Donc c'est, encore une fois, je le répète, c'est pas seulement au stade de la plainte, parce que la plainte n'est que le stade de l'enquête. C'est pas une procédure au sens juridique. Est-il normal qu'un juge ou un expert nous demande nos opinions politiques? Non. Alors, comment on se plaint de comportements inappropriés d'un juge, par exemple Patrick tu, Madame vous, avec éventuellement des noms d'oiseaux, et y compris on met sur le grill pour être sûr que monsieur ne vote pas Front National. Quand c'est comme ça, comment on fait? Alors, j'aurais tendance à vous dire que si votre avocat est présent à l'audience, ça va monter directement au président du tribunal judiciaire maintenant. Sinon, donc il y a effectivement la possibilité de se plaindre devant le président du tribunal judiciaire ou devant le Conseil supérieur de la magistrature en dénonçant les agissements. Maintenant, en toute honnêteté, vous allez avoir un gros problème de preuve. Oui, parce que notamment les petites juridictions, l'avocat qui travaille avec le juge régulièrement et qui n'a pas envie de se faire saquer ne témoignera pas contre le juge. Oui, alors après ça dépend parce qu'en fait si le fait est avéré, le juge sera soit muté soit limogé. Donc en fait nous on risque rien, j'ai envie de dire. Et puis parce que nos dossiers, moi je le plaide pas j'ai aucun dossier qui est plaidé par copinage. On a des faits, c'est concret. Le juge étant obligé de motiver sa décision, il n'y a pas tellement, moi en tout cas, j'ai pas cette crainte-là. Si je dois faire un incident disciplinaire contre un magistrat, et ça m'est déjà arrivé, je ne me pose pas la question des décisions qui seront rendues dans mes futurs dossiers. Et au pire, quand c'est le cas, on demande un dépaysement auprès du greffe et on demande à ce que nos dossiers ne soient jamais affectés à tel magistrat. D'accord, dépaysement, changer de tribunal. Pardon ? Dépaysement, changer de tribunal, c'est ça, hein? Alors, soit on peut changer de tribunal, mais dans la plupart, c'est pas la peine parce qu'il y a plusieurs chambres à la famille de toute façon. D'accord, donc dépaysement, ça veut dire changer de juge. Voilà. D'accord. En fait, normalement, le juge est censé se déporter, c'est-à-dire qu'on peut lui demander. Sinon, nous, on fait la demande directement au président du tribunal. Comme ça, c'est inscrit au greffe. Les dossiers de maître bidule ne passeront jamais devant tel cabinet. Alors effectivement, une de nos demandes à nous consistait dans l'association à filmer les audiences parce qu'on se rend compte qu'un greffe ne peut pas humainement tout noter sur un clavier là avec ses 10 doigts, mais pas pour les rendre publics, pour les stocker quelque part. Aujourd'hui, ça coûte pas cher, voilà, et pour les rendre consultables par huissier ultérieurement si besoin. Seulement, à chaque fois qu'on met ça en avant, on a des retours de flamme. Les réactions sont très très vives. Pourquoi ? Parce que vous aurez remarqué déjà que les audiences JAF sont ce qu'on appelle des audiences de cabinet. Ce ne sont pas des audiences publiques. Il faudrait qu'il y ait un enregistrement comme c'est pour les dépôts de plainte quand c'est un mineur ou les interrogatoires quand un mineur est impliqué qui sont automatiquement filmés. Mais c'est très lourd à mettre en place que le stockage, mine de rien, a un coût. Surtout sa sécurisation. Et puis parce que on a quand même
par la présence des avocats, la possibilité ensuite de venir contester les notes d'audience auxquelles nous, on a accès. Oui, enfin une clé USB d'1 Tera, ça coûte quelques dizaines d'euros. Au jour d'aujourd'hui, on met dessus plusieurs jours de vidéo. Une webcam, ça coûte 50 balles. C'est plus une question de coût maintenant, ni de place. Voilà, c'est de la même façon qu'on a l'interdiction de filmer des procès, même publics. Ici, on parle pas de public, que ça doit là être vraiment. une question de droit à l'image plus que de discipline en fait. Non, là on parle pas de public du tout. On parle pas du tout de public. On parle d'un enregistrement qui ne sera accessible que sur demande d'huissier lors d'une procédure pour vérifier que tout s'est bien passé. Et vraiment, moi je n'ai pas du tout envie que dans les audiences familiales les choses soient publiques. Non. Seulement, on voudrait que. Oui, je comprends bien. Je comprends bien votre question et c'est légitime de se dire on va essayer de border les débordements justement qu'il peut y avoir durant les audiences. Maintenant, effectivement, la parole est libre à l'audience, mais je vois pas. Enfin, moi personnellement, j'aurais aucun problème avec le fait d'être filmé ou du moins un enregistrement vocal à défaut qu'il soit vidéo, ne serait-ce que vocal. Je sais pas, peut-être par peur de brider la parole des parties privées, j'ai envie de dire, plus que du magistrat, je sais pas. Honnêtement, je peux pas vous donner de réponse. D'accord. Plus ok, précise. non, mais je vous ai entendu. Oula, il est déjà 30, ça va être super chaud pour faire toutes les questions. Je vais essayer de choisir. Ah oui, celle-là est importante, elle intéresse beaucoup de gens, dont le témoignage qu'on a entendu au début d'émission. Comment fait-on pour porter plainte pour faux en écriture publique, c'est le 441-4 je crois, contre un juge ou un procureur? Alors faux, j'ai cru comprendre, vous allez me contredire certainement, mais à partir du moment où un document a la Marianne dessus, c'est un document officiel, qu'il contient une information qui est fausse alors que la personne qui l'a produit avait les informations suffisantes pour savoir que c'était faux, ben c'est un faux public et on peut y aller. C'est bien ça? Alors là, je mets ma casquette de pénaliste et je vais vous répondre que Vous m'entendez? Parfaitement, allez-y. Ouais, je mets la casquette de pénaliste pour vous expliquer qu'en fait, pour déposer plainte pour faux, il n'y a rien de plus simple. Vous allez au commissariat et puis vous déposez plainte, vous amenez le document et puis le titre de propriété en l'occurrence. Là-dessus, c'est pas tellement le souci. Sauf que pour que le délit soit caractérisé, il faut une intention de la part du magistrat. C'est-à-dire qu'il faudra prouver qu'il l'a fait sciemment et que c'est pas juste une erreur. Et croyez-moi, elles sont de plus en plus nombreuses actuellement dans nos décisions, une erreur du magistrat sur l'interprétation de tel ou tel document, voire, comme j'avais pu vous en parler, le fait que parfois il ne les regarde même pas, nos pièces. Et ça, après, c'est une procédure particulière qui s'appelle la rectification d'erreurs matérielles. Voilà. Mais pour déposer plainte pour faux et usage, il faut encore pouvoir démontrer l'intention de nuire. D'accord, il faut qu'il y ait intention. Le fait d'avoir un document officiel qui contient des bêtises n'est pas suffisant pour aller en faux. C'est-à-dire qu'en fait, on a un jugement pourra vous qui dire écrit... c'est le fruit d'une simple erreur et que le magistrat a juste pas fait attention. D'accord. Donc si vous voulez, ça relève du domaine de la faute professionnelle, mais pas de la plainte pénale. Oui, en l'occurrence, par exemple, pour ce monsieur auparavant, qui était propriétaire, quand on a un juge qui marque qu'il est locataire pour pouvoir lancer une expulsion locative, alors que dans les pièces, il y a les preuves disant qu'il est propriétaire, à part aller en appel 1 an et demi plus tard, qui s'est déjà fait expulser, comment on fait? Justement, parce que j'ai écouté le témoignage de tout à l'heure. Oui. Tout dépend. C'est-à-dire que là, ils n'étaient pas seuls propriétaires, ils étaient deux. Si le domicile est attribué à madame et que monsieur se maintient dans les lieux, on peut le faire expulser. Ah. Eh oui, il y a eu une attribution du domicile à madame. On donne un certain temps à monsieur pour partir. Si au bout de ce temps, il n'est pas parti, on est en droit de le faire expulser. Oh, mais il est proprio quand même, il est sur les papiers. Oui, mais il est propriétaire mais pas résident. Ce ne sera pas sa résidence. Il devra élire résidence ailleurs. Donc il a la propriété, si vous voulez, c'est un peu comme usufruit et nue propriété. Monsieur se retrouve nu propriétaire et madame a l'usufruit, en plus. Bon, d'accord. Pourquoi est-ce qu'une ordonnance du juge met 5 jours à passer de son bureau à celui du greffe, puis 18 pour être postée? On a été plusieurs fois assez atterrés devant la succession de dates sur les documents qui nous arrivaient. J'attends certaines décisions. Alors nous, on reçoit, je suppose que la plupart de vos auditeurs ont dû recevoir ça aussi, ce qu'on appelle la minute du jugement, donc la version non signée. Et parfois, on attend, moi là, dans un de mes dossiers, récemment, j'attends depuis plus de 2 mois d'avoir la version signée. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire exécuter la décision tant qu'on n'a pas la version signée. Donc moi, j'ai un papa qui a le droit de récupérer ses enfants. Donc ça, c'est exécutoire immédiatement, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour le paiement des indemnités, paiement des crédits, etc., je ne peux pas faire exécuter la décision parce que je n'ai pas la grosse, ce qu'on appelle la grosse version signée.
C'est tout simplement la raison pour laquelle les magistrats et les greffes se joignent à notre mouvement de grève en ce moment. On a une justice qui manque cruellement de moyens humains et financiers. C'est cruel à dire, mais on manque, moi, dans mon tribunal, de la moitié des greffiers qu'il faudrait avoir. Ah oui, ça c'est effectivement une conversation que j'ai eue un jour avec la grève du tribunal auquel j'étais confronté moi personnellement. J'ai dit, vous savez, on ne peut vous donner que des documents. Que des documents écrits en noir et blanc. Tout le reste, c'est pas utilisable. Et puis elle a rigolé, elle m'a dit oui, vous avez raison. C'est une pauvre dame là qui passe son temps à taper au clavier, elle fait tout ce qu'elle peut pour faire fonctionner, parce qu'on sous-estime l'importance des greffes dans les tribunaux quand même. Hein. Ah, c'est crucial. Ah oui, sincèrement, faut voir un petit peu le travail qu'ils font quand même. Hein. Ah ouais, non, et ils font un travail de fou, et même la plupart des magistrats, il faut le préciser aussi, parce qu'il n'y a pas d'animosité entre les magistrats et les avocats, même si parfois on n'a pas la même façon de voir les dossiers. Ils ont un travail de dingue, avec des moyens qui sont largement insuffisants, et là encore, c'est aussi une cause de manifestation, ça nuit aux justiciables. Oui, c'est totalement aberrant de voir un divorce qui met 3 ans à être jugé, quoi. Absolument, alors que oui, je suis bien d'accord avec vous. Alors pourquoi est-il si difficile d'avoir ces enquêtes et documents directement ? Moi j'ai des cas là où on n'arrive même pas à savoir ce que l'avocat a donné lors de l'audience, et on n'a jamais les conclusions de la personne adverse. Et moi j'en ai un là, il a eu une enquête psychiatrique. Normalement il y a 2 semaines dans le délai pour dire si il est d'accord ou pas. Il a mis 3 mois à avoir les conclusions et son avocate ne voulait pas les lui donner. C'était impressionnant, on a dû faire un courrier ou une notification pour qu'il les ait. Alors ça après, bon, moi je vais pas dénigrer les confrères, moi je sais que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que moi, pourquoi est-ce que les documents, alors je reformule, pourquoi est-ce que les documents arrivent chez l'avocat et non pas chez nous ? Parce que c'est nous qui vous représentons en justice en fait. D'accord, ouais. Après, par contre, il y a ces dossiers-là d'expertise, on peut les transmettre au JAF. Quand on est dans une procédure JAF, on peut les transmettre aux clients. Par contre, quand on est dans une procédure juge des enfants, on ne peut pas. D'ailleurs, même nous, on n'en a pas copie, en fait. Hein. On consulte sur place, mais on n'en a pas copie. Oui, ou éventuellement, on fait une demande, il y a un CD-ROM, on peut le consulter que chez l'avocat. Ouais. Donc ça, après, c'est une question de façon de travailler. Moi, je sais que je reçois le rapport, en général version PDF, je le balance au client, on le lit quasiment en même temps, et je lui fais moi mes observations, lui les siennes, et quand de la même façon, je reçois des conclusions de mon confrère, elles sont rebalancées au client quasiment le jour même, quoi. Pour pouvoir y répondre, et il n'y a pas un acte qui part de mon cabinet sans qu'il ait été entièrement validé par le client. C'est une question de responsabilité aussi après. Hein. Moi je communique, alors à charge pour le client de me répondre dans les temps, parce que s'il ne le fait pas, c'est son problème après. Ah oui, bien sûr. Mais par contre, normalement c'est un devoir. Un avocat informe son client de toutes les écritures et reçues et envoyées. Alors, dernière question avant la pause musicale. Qu'est-ce qu'il faut faire quand ces enquêtes et ces documents, qui sont censés être privés, se mettent à circuler. Par exemple, il y a un divorce conflictuel, les avocats disent je veux des enquêtes pour comprendre, donc expertise psychiatrique, psychologique, voilà. Les services sociaux sont autour, on fait des documents, ils sont faits 6 mois après, ils arrivent grosso modo 1 an après, et puis on les retrouve partout. Est-ce que c'est normal que dans la vie privée des gens, on voit passer les enquêtes de leur divorce sur leur état psychologique ou psychiatrique au moment du divorce ? Non, alors après, généralement, c'est un parent qui se charge de monter toute la bande d'amis contre l'autre, c'est assez courant aussi. Quand c'est comme ça, de nouveau la casquette de pénaliste, on dépose plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée ou pour diffamation. Voilà, tout simplement. Quand le document est diffusé et qu'en plus il y a un jugement qui porte atteinte à l'honneur, à la considération, etc., on dépose plainte. Bon. D'accord. En faisant attention au fait que si jamais c'est quelque chose qui est diffusé sur les réseaux sociaux ou sur Internet en règle générale, le délai de prescription, il est de 3 mois. D'accord ? Donc il faut agir quand même relativement très rapidement. D'accord, ok. Bon, on respire après tout ça ? On respire. Allez. Une petite chanson de Marion Rock, qui après la chanson Résidence alternée a fait une chanson Monsieur le juge. Alors je ne vous cache pas, c'est un peu fort, hein, c'est émotionnel, mais je crois que son compagnon, qui est le contrebassiste, a vraiment vécu ça. Et bon, elle a fait ça. Voici maintenant la chanson de la semaine. Bonjour monsieur le juge, je voulais vous parler de mon gosse.
3-4 années ont passé, et depuis le jugement, je voulais pas compter, mais c'est plus fort que moi. Monsieur, je sais pas si vous vous souvenez de nous, mais voilà, ça fait 4 ans qu'il est parti, mon gosse, à l'autre bout du monde avec sa mère, que ses anniversaires, il les fête loin de son père. J'ai sombré, je vous le cache pas, j'ai même pensé à me venger. Je me suis bien ramassé, j'ai mis du temps, et je sais pas si j'y suis vraiment arrivé, monsieur le juge, voilà. J'ai pris du recul, j'ai fait du chemin, j'ai défait les nœuds dans mon ventre. Et je vois mon enfant 2 fois par an comme prévu. On profite de chaque instant, vous avez bien voulu me laisser ces 2 fois par année, ou comme si de rien je redeviens son padré. J'ai essayé de comprendre, de faire confiance et d'apprendre, mais ça vient pas, je comprends pas. Mon fils a pris 10 cm depuis la dernière fois. Monsieur le juge, j'étais là quand il est né, quand sa première dent a poussé, quand il s'est mis à marcher, à chacune de ses rentrées, de chaque jour, de chaque larme, de chaque chagrin, de chaque ciné, de chaque matin. Oui, c'est vrai que j'ai cessé d'aimer sa mère. J'ai peut-être fait 1 ou 2 choses à l'envers, mais pas plus, monsieur le juge. Moi j'ai toujours été un bon père. Dites-moi, monsieur le juge, où est-ce que mon rôle je l'ai manqué, pour qu'il puisse être concevable que mon fils déménage à 1000 lieues de moi. Je me sens comme un père maltraitant, comme un de ces fous qui font du mal aux enfants. Mais pourquoi je passe, moi, quand on me demande, alors, il est où ton grand? Monsieur le juge, c'est vrai que j'ai refait ma vie, que j'ai plus du tout envie de mourir, que j'aime comme un fou mon amour d'épouse. Et puis vous savez, elle a donné un petit frère à mon aîné. On habite à la campagne, on se tape de sacrées rigolades. J'ai reconstruit une famille, mon dernier comble ma vie, mais ne comblera jamais l'absence de mon premier garçon. Monsieur le juge qui va lui apprendre à se raser, qui sera là pour son premier baiser, pour parler de son corps quand il deviendra un homme. Je suis comme amputé de 12 ans, 12 ans de mes gènes que je suis censé élever autant que sa mère 1 fois sur 2. C'est comme ça que ça devrait être, monsieur, moi j'ai rien fait de mal. J'ai sagement regardé mon fils monter dans un avion, j'essaie de rester son père. Je devine son quotidien au bord de la mer, et j'avale la justice, et j'avale le souvenir, j'avale la distance, et j'avale les barrières qui grandissent entre nous. J'avale quand se passe de longs jours sans nouvelles, et j'avale d'avoir été considéré comme moins important qu'une mère. Et j'avale la colère, j'avale le manque, j'avale les années, j'avale le tout petit dossier que nous sommes pour vous. J'avale. Voilà, monsieur le juge, je voulais vous parler de mon gosse. 3-4 années ont passé depuis le jugement, je voulais pas compter, mais c'est plus fort que moi, monsieur. Je sais pas si vous vous souvenez de nous, mais voilà, ça fait 4 ans qu'il est parti, mon gosse, à l'autre bout du monde avec sa mère, que ses anniversaires, il les fait loin de son père. Voilà, c'était Marion Rock, Monsieur le juge, sur JAF ta mère, RLP 102.3 FM en Périgord et radiolouanpérigord.com. Vous êtes sur RLP 102.3. Bien, donc nous allons maintenant continuer nos questions avec Maître Aubéry-Salcroix qui est toujours là. Oui, toujours. Oui, tout à fait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on va essayer de faire par ordre d'importance. Alors, il y en a qui... Vous êtes attendus sur plusieurs. Alors, on va commencer par celle qui est la plus posée en permanence. Vraiment la plus posée en permanence. Donc, un exemple de cas. Après, on généralisera, mais le cas en particulier, il y a un père qui doit rendre sa fille, elle a 8 ans, après chaque droit d'hébergement, et alors qu'il a déposé une plainte pour viol. Quand elle avait 6 ans, elle est arrivée, il a une expertise, elle s'est fait violer, vraiment, elle a été déchirée. Bon, il y a un gros problème, et il doit continuer à rendre sa fille, parce qu'il a porté plainte, son ex-femme, en mesure de rétorsion, lui a fait de nombreuses NRE pour le punir, en tant que reproche.
là, par contre, il est passé en correctionnel, c'était à Carcassonne. Hein, ça, par contre, c'est un dossier de Périgueux. C'est une personne qui vit à Périgueux, que j'accompagne régulièrement. Le procureur suivait pour une fois, le juge a classé en disant que le divorce n'avait pas été notifié par huissier 5 ans auparavant, et puis que les conditions atmosphériques et tout faisaient. Elle le faisait plus, elle est redevenue gentille, donc voilà. Par contre, il doit continuer à rendre sa fille parce que ça n'a pas été jugé, et on lui raconte encore que visiblement ce serait le fils du nouveau compagnon, qui est handicapé mental, qui aurait fait quelque chose, et sa fille continue de lui dire des choses qui ne vont pas, et lui, il doit continuer à rendre l'enfant, et il souffre. Alors, la question par extension, quand faut-il vraiment rendre un enfant à l'autre parent quand vraiment ça va pas du tout? Comment on fait? On le rend pas. Eh ben ouais, mais après on se fait allumer. Moi, j'ai des cas, on l'a fait, on s'est fait allumer. Pas nécessairement. Moi, ce que je fais quand c'est comme ça, c'est-à-dire que je conseille aux parents de ne pas restituer l'enfant. Bon, par contre, il faut avoir suffisamment d'éléments quand même. Probant, on ne fait pas ça n'importe comment. Mais je dis de ne pas restituer l'enfant, et en urgence, je saisis le JAF et surtout le juge des enfants. Parce que si vous ne saisissez que le JAF, il va vous dire c'est que vous estimez pas que votre enfant est en danger, vous n'avez pas saisi le juge des enfants. Donc on fait une double saisine en fait, les deux. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a une non-représentation d'enfant, je suis d'accord avec vous, mais qui est quelque part légitimée par la procédure qui est en cours. Oui, mais c'est pire que ça, puisque vu qu'il a un droit de visite d'un week-end sur 2, c'est un enlèvement parental, je crois, s'il ne le rend pas. Hein. Non, c'est pas un enlèvement parental, parce que l'enlèvement n'existe que quand il y a une sortie du pays. C'est ce qu'on appelle les enlèvements internationaux. Quand il ne le rend pas tout simplement, c'est une non-représentation d'enfant. Donc le NRE, c'est dans les deux sens alors, ok. Oui. Bon. Ah oui, c'est le fait pour l'un ou l'autre des parents de ne pas présenter ou de ne pas rendre l'enfant à l'heure qui était convenue dans le jugement. Oui, mais moi j'ai plein de cas comme ça. Moi j'en ai un par exemple, le père a demandé la résidence alternée, ça devait passer en janvier. Pour empêcher qu'il y ait la résidence alternée, la mère a fait un saut de puce de 25 km. Elle peut continuer à son boulot, mais en se déplaçant de 30 bornes, l'ARA, elle marche plus, le gamin, il doit changer l'équipe de foot et tout, et quand il a commencé à se plaindre, il a pris des tartes. Mais il a pris des baffes au point qu'il avait des bleus. Et puis, il a dû rendre son gamin après les vacances de Noël, lui. Moi, je l'aurais pas fait. Mais si on le fait pas, on se fait décalquer. Je vous assure. Si moi, j'ai des cas où on l'a pas fait. C'est un risque à prendre. Hein, je vous l'accorde. On n'a jamais de certitude. Mais moi, quand c'est comme ça, je dis aux parents, quand on d'abord immédiatement constat médical, si l'enfant a encore des traces, etc. Et l'emmener ce qu'on appelle les UMJ. En fait, quand vous allez déposer plainte, on peut proposer à la personne qui est victime de violence de rencontrer les services médico-légaux. Qui sont en fait assermentés et qui fixent les ITT au sens pénal, pas au sens médical classique. Et donc dans ce cas-là, la parole de l'enfant est quand même déjà attestée par un tiers, et dans la foulée, mais vraiment très très rapidement, en référé, on saisit le juge aux affaires familiales, et de l'autre côté, on saisit le juge des enfants. Pour obtenir, juge des enfants pour montrer qu'il y a un danger et éventuellement déclencher ce qu'on appelle une AEMO, et une assistance éducative en milieu ouvert pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est. Et de l'autre côté, on saisit le JAF pour obtenir le transfert de résidence. Oui, alors ça, une fois j'ai essayé. Alors, ça, c'est une affaire, je l'ai suivie, c'est pareil, c'est un Périgourdin, de Périgueux, là, depuis le début, en fait. Sa dame est partie avec l'enfant du couple sans lui donner de nouvelles durant des semaines. Elle parlait pas français, n'était pas du coin. J'en ai plusieurs avec des cas étrangers. Visiblement, ici, il y a des assos qui sont assez actives, qui prennent les subventions, puis qui aident beaucoup les gens. Il ne savait pas où sa fille habitait, il savait pas où il connaissait rien du tout. Et puis un jour, il saisit le JAF, il va passer au JAF. Le truc est le lundi, et puis hop, comme une fleur, quelques jours avant l'audience, son ex réapparaît en lui disant, si tu veux, tu la prends la semaine des vacances, là, mais tu me la rends vendredi. Il la reprend le vendredi, il se rend compte qu'elle a des bleus aux jambes, qu'elle a des poux, qu'elle a des plaques d'eczéma, elle hurle qu'elle ne veut pas y retourner. Qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, écoute, t'as l'audience lundi,
certificat médical, tu vas à la police et puis tu demandes conseil au juge lundi. Eh ben, il s'est fait allumer parce qu'il n'avait pas respecté les droits parentaux de madame, parce qu'il lui avait pas rendu vendredi soir comme il avait promis qu'il le ferait. Oui, il y avait déjà une décision qui était intervenue. Non, c'était la première, c'était l'ONC. Là. Non, en plus, donc il y a pas, en fait, s'il n'y a pas de décision, il n'a rien à respecter du tout. J'ai envie de dire. Ouais, sauf que sur son jugement, il y a marqué sur son jugement. C'est pas du tout cynique ni quoi que ce soit, mais avec les enfants, en l'absence de décision de justice, c'est un peu comme en matière de meubles. Vous voyez, possession vos titres. Donc, tant que vous l'avez sous la main, s'il est en danger, vous ne le rendez pas. Oui, mais ça, c'est Par pas contre, il faut appliqué. faire le nécessaire juridiquement à côté et ensuite, il faut, devant le magistrat, justifier de l'urgence et dire que l'intérêt de l'enfant prévaut sur les droits parentaux de madame. Mais ça, c'est pas appliqué. Et d'ailleurs, maintenant, monsieur L, là, il se tape en permanence un jugement où il est marqué qu'il n'a pas respecté les droits de la mère. Et comme les juges suivent, qui nous consacrent 15 000, qui disent pas les pièces, il se traîne un boulet. Il était assisté, ce monsieur ? Oui, après, oui. Après, ouais. Mais moi, je vous dis un truc comme ça, le magistrat, il est hors de question. Non, il était avec Maître T, là, de Périgueux, qui... il était, depuis le départ, il était assisté, bien sûr, oui. D'accord. Écoutez, moi, sincèrement, ce ne serait pas passé. Le magistrat, il est hors de question qu'il me soutienne qu'il y a eu une violation des droits parentaux quand il y a un danger pour un mineur. Hein. Mais c'est surtout qu'il a été privé de l'enfant durant plusieurs semaines, et puis que lui, parce qu'il a pris 3 jours de plus, on le lui a reproché. Ah oui, non, mais moi, quand c'est comme ça, ne serait-ce que pour la forme, même si l'issue me convient, je fais appel. Hein. Mais vous savez comme moi que c'est 1 an et demi, et puis quand l'enfant a 7-8 ans, eh ben... Oui, mais de toute façon, la décision, elle s'applique. Donc, que vous fassiez appel ou non, la décision s'applique. Donc, tant qu'à faire, autant faire appel et obtenir éventuellement une rectification. Au pire, vous encourez la confirmation de ce qui a été prononcé, mais vous avez encore la possibilité à la Cour, les délais de traitement ne sont pas si longs que ça au JAF. Hein. Il faut pas catastropher. Souvent, un appel va prendre moins de temps qu'une procédure en première instance. Hein. Il y a nettement moins de dossiers en fait. Donc ça va relativement vite quand même. Ouais, il n'y a plus rien à perdre, j'ai envie de dire. Après, problème, c'est que dans la cour d'appel, la représentation par avocat est obligatoire et je vous l'accorde encore une fois, il va falloir les fonds pour financer l'avocat. Oui, alors le problème que nous avons, nous, ici, c'est que tout ceci est assisté et aidé par des associations 1901 avec délégation de services d'État qu'on va appeler services sociaux, qui sont animés par des bénévoles et puis qui vont à la chasse, comme ça. Ça coûte entre 7 et 8 millions par an au département, et un petit peu à tout le monde. La dernière question, je crois qu'on va s'arrêter uniquement à celle-là. Là, hein. On va faire extension, on va faire 2 à la fois. L'association de défense cache madame avec les enfants. Bon, c'est ce dossier et un autre et encore un autre. Hein. Mesures de protection, exclut le père sait pas où elles vont à l'école, le père sait pas où c'est que les enfants habitent. Et quand il se plaint à l'association en question, l'association lui répond qu'elle répond à une demande de madame. Et quand on porte plainte, personne ne veut prendre la plainte. Qu'est-ce qu'on a comme recours, sachant qu'il n'y a pas de juge des enfants, il n'y a pas de procureur et qu'ils agissent eux-mêmes parce qu'ils ont envie en lançant leurs bénévoles et en planquant les gens? Moi, alors d'abord, les commissariats n'ont pas le droit de refuser de prendre une plainte. Hein. Oui, mais ils disent qu'il faut un article de loi en face, on ne l'a pas trouvé celui-là. Et quand c'est le cas, il faut écrire directement au procureur en fait. Procureur de la République, la plainte est envoyée. Les délais de traitement ne seront pas plus longs ou plus courts que ceux qui sont observés quand on dépose plainte en commissariat. Hein. Mais au moins, ça vous assure que ça atterrit jusque sur le bureau du procureur. Après, effectivement, le seul moyen d'assigner ces dernières adresses, et malheureusement, si on ne sait pas où est madame, ça va être très compliqué. Ouais. Moi, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais le procureur, quand il y a des plaintes en dénonciation de madame, il ne classe pas. Donc on ne peut pas porter plainte pour une dénonciation calomnieuse. Par contre, nous, quand on porte plainte parce qu'on ne voit pas nos gosses, il nous répond qu'il y a une zone grise durant la séparation qui est normale, et donc il n'instruit pas non plus. Donc on ne sait plus comment faire après, nous. Hein. Ça, c'est les impasses, et puis parce que ça dépend aussi un peu de la politique pénale qui est donnée aussi à un certain moment en fonction des infractions sur lesquelles il faut mettre l'accent, etc. Voilà, j'ai le cas d'un père, même si les filles sont devenues majeures maintenant, on le fait pour la cause. On a retenu des non-représentations d'enfants à son encontre. Madame le réassigne en révision de la pension alimentaire
contribution paternelle, alors que lui-même avait demandé de l'augmenter. Elle obtient droit à sa demande et il voit sa plainte classée au motif que madame a justifié d'une conciliation qui en fait n'avait rien à voir avec la garde des enfants. C'était lié justement à cette pension alimentaire et du coup la plainte n'est pas instruite. Donc là on fait une constitution de partie civile contre le classement de la plainte directement devant le doyen des juges d'instruction. C'est-à-dire que quand le procureur ne veut pas instruire, ne veut pas poursuivre, on attend un délai de 2 mois sans réponse qui vaut classement tacite. C'est 90 jours, plainte. Je crois. Hein. Pardon ? C'est 90 jours. Oui, mais en général, moi, je le fais au bout de 2 mois directement, parce que le temps que ça... D'ailleurs, la loi justice, là, il ne voulait pas étendre ces 90 jours à 180. Ça, je n'en ai pas entendu parler. D'accord. Bon, donc on est vraiment resté... Alors, par extension, là, donc évidemment, c'est l'association qui font beaucoup d'argent avec leur petit business, là, lorsqu'elles vont calomnier, qu'est-ce qu'on a aussi, nous, comme pouvoir? Donc, elles débarquent leur carte de visite en petit costume Chanel, elles vont partout, elles vont à l'école, elles parlent aux institutions, elles vont dans les centres de formation, elles prennent madame, les enfants, elles expliquent pourquoi, elles disparaissent, et puis on se rend compte un an et demi après qu'il n'y avait absolument rien, c'est juste madame qui a utilisé cette association pour exclure le père durant son conflit, elle n'avait pas envie de donner, voilà, elle a envie de partir avec les gosses, c'est tout, point final. Mais comment il fait, monsieur, une fois qu'il est tombé malade, qu'il n'a plus de boulot, qu'il n'a plus d'amis, tout ça? Qu'est-ce qu'il fait? Ça, malheureusement, pour le fait d'avoir été répandre des bruits, colporter des ragots, etc., on retombe encore une fois sur la plainte pour diffamation. Sur le reste, malheureusement, on va pas... S'il y a un divorce, éventuellement pour faute de madame, en demandant des dommages d'intérêt, mais et de 1, les dommages ne sont pas souvent très élevés, faut reconnaître, et de 2, encore faut-il que madame soit solvable. Parce que obtenir la condamnation, c'est une chose pour avoir réparation de son préjudice moral et puis financier, etc. Mais bien souvent, on le sait, vous comme moi, que l'autre époux n'est pas solvable et donc finalement, on a la condamnation qu'on ne pourra jamais faire exécuter. Donc c'est pour ça que ce sont des procédures qui sont extrêmement destructrices. Et pour lesquels, il y a des fois, il y a le droit et en fait, il y a la pratique. C'est-à-dire que dans les textes, on aurait des armes, mais concrètement, elles ne sont pas appliquées. On a fait tout un pataquès avec les violences familiales. On a un texte pour l'ordonnance de protection. Systématiquement, quasiment, on se fait envoyer bouler dans les ordonnances de protection. Et après, on vient nous voir, madame ou monsieur, vous vous rendez compte, 15 jours d'ITT. Oui, mais bon, on a déposé plainte 3 fois, vous n'avez jamais rien fait, quoi. Ouais. Donc malheureusement, il y a ça. Il y a les textes et il y a la pratique. Et là-dessus, avocat ou pas, nous, on a l'avantage d'être un petit peu plus entendu quand ça arrive sur le bureau du procureur avec le papier en tête, ça passe quand même un petit peu plus. Mais on n'a pas la main, en fait. Il y a des fois, c'est très frustrant pour nous de dire aux clients, vous avez le droit avec vous, mais ils ne l'appliqueront pas. Il nous reste 45 secondes. Maître Salcroix, je crois qu'après toutes ces horreurs que nous avons dit, vous faites partie de ces gens qui, comme nous, veulent privilégier la conciliation et la médiation. Tout à fait. Voilà, c'est en fait... dans l'intérêt des époux et surtout des enfants. Voilà, tout ce qu'on vient de dire, c'est quand les gens se battent. Quand ils arrivent à se mettre d'accord, tout ça, on l'évite. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une séparation intelligente parce que même quand il n'y a pas d'enfants, mais encore plus quand il y a des enfants, il faut les préserver. Et puis c'est un choc psychologique déjà de voir les parents se séparer, mais en plus se vilipender comme ça, c'est extrêmement destructeur pour l'enfant et puis pour son développement personnel. Merci Maître de ces expertises, de cet entretien avec nous. On vous remercie beaucoup d'avoir pris une heure de votre vie privée. Quand même, tout à fait. Pour nous, on vous remercie énormément, mais infiniment. Et excellent week-end à vous. Merci. Je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Vous êtes sur RLP 102.3. Voilà, c'était donc l'émission Jave ta mère numéro 9 depuis Périgueux. On a un petit peu débordé, mais c'était tellement intense qu'il fallait... tant pis, à dans 2 semaines, soyez sages. Et vous avez entendu, voilà ce qui se passe quand on se bagarre. Essayez de vous entendre et faites-le sagement. Au revoir. Jave ta mère.